Hier, c'était le 15 août. Et le 15 août 2008, nous avions perdu une grande personnalité de notre pays, Joachim Atouté Agbobli. Joachim Atouté Agbobli était un homme public d'une très grande valeur, un intellectuel qui donnait, qui s'impliquait dans le débat public en donnant son point de vue. Quelqu'un qui a eu un parcours assez riche, historien de formation, journaliste, diplomate. Et donc, le 15 août 2008, on a retrouvé son corps à la plage, totalement, je ne sais pas, vidé de tout. Et depuis, ça fait 18 ans qu'aucune enquête n'a abouti à l'arrestation de ces assassins. Et pourquoi je parle de ce dossier? Je parle de ce dossier particulièrement parce que Atouté Agbobli était, j'étais plus ou moins, on était des voisins de quartier. Et à l'époque, on était dans un petit cercle de réflexion avec Khalif Nadim et puis d'autres personnes. Et on réfléchissait, il y avait des conférences qui se déroulaient un peu partout en ville. Et nous, on les accompagnait puisqu'on était des voisins. À l'époque, il nous prenait dans son minibus là, et puis quand on revenait, et puis chacun rentrait chez lui. Et dans ce cercle de réflexion, on a eu à traiter beaucoup de sujets, notamment le fameux NEPAD qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un projet, je pense, du président Ouad dans les années 2000 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le NEPAD. Et il y avait plein de réflexions, de débats autour de cette question de NEPAD. Atouté Agbobli n'était pas trop pour et Nadine était pour. Il y avait d'autres. Et donc, il y avait plein de débats enrichissants qui nous permettaient de comprendre aussi un certain nombre d'enjeux. Agbobli revenait sur le plan de Lagos, écrit par Edem Kodjo et le Nigérian, dont j'oublie un peu le nom. Donc, on a participé à ces activités avec lui. Et le 20 août, là, non, le 15 août, là, on annonce son décès ou son assassinat. Et en 2010, quand Faure Gnassingbé est reçu, je pense, par le président François Hollande, la question lui a été posée sur l'assassinat de Atouté Agbobli. Et si je m'en souviens très bien, il a déclaré que les enquêtes étaient en cours et que la situation, cette affaire allait être élucidée. 18 ans après, personne ne sait ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que Atouté Agbobli, qui était très ami à Jonas Malero Savimbi, Jonas Savimbi qui était le chef rebelle en Angola. Vous savez que l'Angola était plongé dans une guerre fratricide au lendemain des indépendances. C'était une guerre à la fois idéologique, mais aussi ethnique. Donc, il y avait des problèmes entre Augustino Neto, plus tard Dos Santos, avec Holden Roberto et Jonas Savimbi, qui pilotaient l'UNITA. Et donc, Jonas Savimbi, qui était un chef de guerre, avait des relations avec certains chefs d'État africains, notamment Houphouët-Boigny et Adema, Blaise Compaoré. Et Jonas Savimbi, pour contourner l'embargo des Nations Unies, donnait beaucoup d'argent au régime togolais qui violait l'embargo des Nations Unies et qui achetait beaucoup d'armes à Jonas Savimbi, dont certaines armes étaient entreposées au Togo. Et en retour, Jonas Savimbi ramenait à Adema beaucoup de diamants et des pierres précieuses. Alors, il y a un livre qui est là et qui parle de cette violation de cet embargo de la guerre en Angola par le Togo, avec en relief le rôle joué par non seulement Eyadema lui-même, mais le général Tidjani, qui était à l'époque le chef d'état-major. Donc, ce livre-là, ça a été écrit par un célèbre auteur suisse qui était un journaliste, ethnologue et tout ça, Gilles Labarthe. Le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, c'est un livre assez intéressant sur le caractère de mafieux de l'État togolais. Et ce livre-là, Gilles Labarthe a eu accès à des documents déclassifiés de l'ONU dans lesquels on relève comment le Togo a violé l'embargo et faisait le trafic d'armes avec Jonas Savimbi. Et donc, les enfants de Jonas Savimbi étaient au Togo, certains enfants, d'autres étaient en Côte d'Ivoire et habitaient la zone de Ranco dans des grandes villas, ils fréquentaient Saint-Joe, le lycée de Tokoin et tout ça, mais ils ne portaient pas le nom de leur père. Et donc,
quand Jonas Savimbi a été assassiné, Feu Agbobli, qui était l'un de ses meilleurs amis, il a d'ailleurs épousé une Angolaise qui était ambassadrice à Varsovie, il faisait une enquête sur les biens de Savimbi au Togo. Donc, il était sur les traces des biens de Savimbi, notamment les armes, c'est beaucoup d'armes, et les pierres précieuses qui étaient dans les mains de la famille Gnassingbé. Et donc, c'est dans cette enquête-là qu'il a été enlevé et torturé à l'ANR. On dit que c'est Massina qui a eu à le faire parce que c'était lui qui était le patron de l'ANR à l'époque. Et donc, le colonel Alès Yotrofaï Massina, qui, selon toutes les informations, qui a piloté l'assassinat de Atuti Agbobli et qui a fait jeter le corps à la plage pour effacer les traces. Et le colonel Massina a dirigé l'ANR, il a dirigé la gendarmerie. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il n'est pas pour autant inactif. Normalement, il doit rendre compte. Mais l'ANR, juridiquement, était sous l'autorité du président de la République, donc de Faure Gnassingbé. Donc, on ne pouvait pas assassiner Agbobli sans l'ordre de Faure Gnassingbé. Et donc, aujourd'hui, Massina est tranquille. Parfois, on le sollicite même parfois pour des missions barbouzes. Son nom est revenu récemment dans les histoires du Bénin. L'affaire n'est pas encore trop claire, mais son nom est revenu dans les histoires du Bénin avec ce que les Tigris ont tenté de faire. On est en train de continuer les investigations. Visiblement, il aurait été un élément clé dans le dispositif de Tigris pour renverser Patrice Talon. Ça, c'est un autre détail qui reviendra plus tard. Et donc, le colonel Massina est aujourd'hui libre de ses mouvements, en tout cas au Togo, et il n'est inquiété de rien du tout, alors que, selon toutes les informations, c'est lui, ce sont ces éléments qui ont enlevé Atuti Agbobli et qui l'ont amené à l'ANR, qui l'ont torturé, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, l'ANR est sous l'autorité directe de M. Faure Gnassingbé. D'ailleurs, les enfants de Savimbi sont revenus plus tard au Togo pour prendre possession de certains biens de leurs parents, notamment les maisons qui sont à Ranko là-bas. Ils ont trouvé des portes closes. Entre-temps, les armes qui étaient stockées, c'était des armes très lourdes qui étaient stockées à Pia, ont été restituées à l'État angolais dans un processus assez discret. Il y a un avion angolais qui a atterri à Niamtougou. Les armes ont été embarquées dans cet avion-là, cargo, et ont été ramenées en Angola. Et à la suite de la restitution de ces armes-là, Faure est parti en Angola. Si vous tapez sur Internet, vous verrez la date à laquelle Faure était parti en Angola. C'est à la suite de la restitution des armes qui étaient entreposées à Pia que Faure est parti en Angola. Je ne parle pas de sa visite en Angola ces temps-ci. Il y a de cela 6-7 ans, il était parti en Angola. Donc, Atuti Agbobli, ça fait 18 ans d'impunité. Sa maison a été cambriolée après, je pense 5 ans après son décès. On ne sait pas ce que les gens sont venus chercher de plus. Peut-être que ce sont les ascenseurs qui sont revenus sur le lieu du crime. Et je me rappelle que il y a un de ses frères qui m'avait invité à venir faire le constat avec eux de la manière dont la maison a été cambriolée. La maison se trouve juste derrière le domicile de Kwasi Kuti à Djidjolé. Et donc, c'est là-bas qu'il y avait le domicile de Feu Atuti Agbobli. Une pensée à lui et à ses proches.